L'agriculteur, il a dû augmenter sa production pour pouvoir que ce soit rentable, donc construire un bâtiment, donc augmenter son troupeau, donc payer plus d'aliments, avoir plus de champs, donc plus de machines, tout cette espèce de spirale, quoi. Et donc beaucoup de dettes, donc le fait de devoir produire plus et d'être de plus en plus lié et à la banque et à la coopérative. Sa coopérative, c'est Lactalis, comme son père, parce que son père était... Alors, on va... Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On va peut-être faire juste une... c'est juste pour savoir si Jean-Charles nous a rejoint ou pas. Parce que peut-être que c'est un numéro de téléphone. Et si Jean-Charles Jacopin est là, il peut activer son micro ou nous envoyer un petit message. C'était pour dire ça. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas, comment dire, Jean-Charles. Effectivement, donc, excuse-moi, je t'ai coupé. Donc, on était bien sur le premier article, hein, qui est la course infernale des producteurs de lait. Et effectivement, d'un côté, l'article montre très bien ces agriculteurs. Et puis, d'un autre côté, effectivement, alors ça peut être Lactalis ou ça pourrait être un autre, mais il y a un environnement qui est bien particulier, que tu as bien décrit. Est-ce que tu peux un peu nous détailler un peu ces... Donc en fait, il y a cette spirale. Moi, je pensais que Jean-Charles Jacopin, qui est président de Solidarité Paysans du Finistère, et donc qui est un réseau d'associations qui est présent sur tout le territoire, qui aide les agriculteurs en difficulté à leur demande. Et cette association, la plupart sont des anciens agriculteurs. Donc, d'agriculteurs à agriculteurs, en général, ils arrivent mieux à parler et les gens qui les aident connaissent le métier. Donc, c'est pour ça que ça aurait été bien que Jean-Charles puisse parler de ça, parce que, en fait, quotidien... Ah, Jean-Charles. Oui, est-ce que tu m'entends? Oui. Tu m'entends? Oui. D'accord. Est-ce que les autres m'entendent? Je ne sais pas. Non, apparemment non. Sébastien, est-ce que tu entends Jean-Charles? Oui, tout le monde vous entend. Hein. Pas de problème. Voilà. Moi aussi. Oui. Les deux, ouais. Oui, on entend tout le monde. D'accord. Ouais, donc Jean-Charles, j'étais justement en train de parler de toi. Oui. Et Jean-Charles aussi, Jacopin est ancien représentant national du syndicat paysans travailleurs. Voilà. Donc, Jean-Charles, si tu peux parler de ce que tu fais à Solidarité Paysans et des profils qui se répètent de gens d'agriculteurs que tu aides. Les agriculteurs en difficulté, il y en a de tout profil. Hein, alors, sur cette première partie, pour rejoindre ton propos et l'article, c'est vrai qu'on ressent une pression très forte des firmes agroalimentaires, Lactalis, pour pousser les gens à produire de plus en plus. On a plein d'exemples là-dessus. Je ne vais pas les citer tous, j'en citerai un. C'est un gars qu'on a suivi. Évidemment, je ne dirai pas son nom. C'est un gars qu'on a suivi et après avoir travaillé avec lui suite aux difficultés qu'il rencontrait, il avait repris la ferme de ses parents, il avait considérablement augmenté la production laitière et il était en difficulté sur sa ferme. Après avoir travaillé sur ses dossiers, sur sa comptabilité, sur connaissant la ferme, il apparaissait qu'il fallait qu'il diminue légèrement sa production pour décapitaliser en partie, vendre un peu de matériel et pouvoir relancer un peu la machine et travailler sur d'autres bases.
ça semblait acquis avec lui. Et on est revenu le voir 1 mois ou 2 après, 3 mois après, et dit où ça en est. Et puis il me dit, depuis, Lactalis est venu me voir et m'a dit qu'il fallait surtout pas que je baisse ma production, mais au contraire que je l'augmente. Le contrôleur laitier a dit la même chose, donc je suis en train de racheter des bêtes pour augmenter la production. Donc dans son cas, c'est assez catastrophique. Il a un peu plus de 100 vaches, il va passer à 130. Il va être complètement débordé de boulot et financièrement, ça ne passera pas. Voilà, donc s'il faut un exemple, un seul, pour rejoindre le propos que tu écrivais dans Le Monde Diplo, voilà un exemple. Mais on pourrait en citer d'autres de cette demande des firmes agroalimentaires, des coopératives, de l'infrastructure qu'il y a autour des paysans, parce que les paysans sont entouré de beaucoup de monde. Il y a le contrôleur laitier, il y a le comptable, il y a la banque, je ne vais pas les citer tous, et qui les incite souvent à augmenter leur production, et ça cause fréquemment des catastrophes économiques chez la ferme. Ça, c'est au moins le premier point. Et ça contribue en même temps à la diminution du nombre de paysans, parce que plus il fournit de lait, moins il y a de paysans, c'est évident. Ça met en place une autre conséquence dont on parle souvent moins, enfin si c'est cité aussi dans le journal, c'est que moins il y a d'agriculteurs, plus ils sont éloignés les uns des autres, et les relations entre eux existe quasiment plus. Il n'y a plus d'entraide. Moi, quand j'ai commencé ma vie de paysan, donc je suis un ancien producteur de lait, on avait de l'entraide pour différentes cultures, pour les foins, pour la moisson, après pour l'ensilage. Et maintenant, il y a tellement de boulot dans les fermes qu'ils sous-traitent tout avec les gros tracteurs des entreprises de travaux agricoles, et les paysans ne se voient plus. Donc il y a un isolement qui est assez catastrophique sur le plan des déprimes, des burn-out et des suicides. Le nombre de suicides augmente alors que le nombre de paysans globalement diminue. Il y a quand même un problème à ce niveau-là. Les gens sont très isolés, ne se voient plus, ont des surcharges de travail. Les déprimes, c'était très rare. Quand j'ai fait 10 ans à peu près que je suis à Solidarité Paysan, on n'en voyait quasiment pas. On aidait économiquement les gars sur les fermes. Économiquement, enfin au niveau des aides qu'on pouvait leur apporter. Aujourd'hui, pratiquement 1 cas sur 2 où on nous fait appel, il y a derrière de la déprime, du burn-out, et on est de plus en plus affronté au suicide. Alors, je vais juste pour le débat, donc c'est bien une visioconférence, mais on est aussi toujours aux Amis du Diplo dans un débat. Alors, n'hésitez pas, vous savez, il y a un fil de discussion sur lequel vous pouvez écrire, poser les questions, et on pourra tout à fait engager ensuite une discussion. Alors, on l'a pas dit au début, mais n'hésitez pas à le faire, ou à faire des remarques. Donc, parfois, ça peut être aussi intéressant. Et on les reprendra après. Excusez-moi, Jean-Charles. Non, mais je t'en prie. Jean-Charles, tu as fait. Bon, alors, d'autant que donc, une des choses qui les contraint, c'est l'aspect rentabilité. Et le coût de production, comme ils ont de plus en plus de bêtes, ça prend trop de temps d'aller les faire pâturer. On les fait rentrer dans le bâtiment, donc on leur donne du maïs, et donc on leur donne du soja, ce qui coûte très très cher. Et donc pour faire du maïs, il faut avoir des grosses machines, et donc plus de terre. Et donc, on n'a pas le temps. Donc, on va externaliser, par exemple, le travail au champ, donc le maïs. Donc, ça coûte encore plus cher. Donc, en plus, comme dit Jean-Charles, on est isolé parce qu'on va payer une entreprise pour le faire. Donc, on ne va pas le faire avec les voisins. Donc, tout est lié. Mais par-dessus, donc, il y a ce prix du lait qui est quelque chose qui ne cesse de baisser en 30 ans. Ça n'a pas augmenté, avec des coûts de production qui augmentent. Donc, les paysans se retrouvent à travailler à perte ou pour très peu. Les agriculteurs, c'est le métier où il y a
le plus de pauvreté, avec 25, plus d'un quart qui gagnent le RSA. Pour un travail, ils abattent un travail assez énorme, et plein d'autres qui ne gagnent rien, et plein d'autres qui sont endettés auprès de la banque, qui, elle, leur, tu me diras Jean-Charles, mais ouvre un peu, c'est très facile d'avoir un prêt, plus ou moins, même s'ils sont déjà extrêmement endettés, parce qu'on hypothèque la ferme, ce qui est quand même une sacrée garantie, souvent qui est aussi la ferme familiale. Et donc, la banque les encourage aussi dans cette espèce de fuite en avant et ne stoppe pas. Elle pourrait dire au bout d'un moment, vous êtes suffisamment endetté, on arrête. Mais tout ça fait partie d'un système très rodé, enfin très, très bien huilé, qui les emporte, enfin, qui les font aller à la catastrophe. Et comme dit Jean-Charles, il y a de plus en plus de gens, par exemple, qui se suicident. Et cette histoire du prix du lait, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Il y a eu les quotas laitiers qui avaient un petit peu stabilisé, mais depuis la fin des quotas laitiers, c'est quelque chose qui est de plus en plus problématique. Sachant qu'un agriculteur qui négocie avec une multinationale comme Lactalis, sachant qu'il y a que... En France, par exemple, le monopole, c'est 6 multinationales. Donc, c'est rien du tout. Il va y avoir Lactalis, Danone, Sodial, qui sont que des boîtes énormes qui s'occupent de ramasser le lait. Donc, elles font les prix et elles s'accordent entre elles pour que les prix soient un tout petit peu différents. Mais l'agriculteur n'a pas vraiment le choix déjà d'aller voir un tel ou un tel, parce qu'en général, quand il récupère la ferme, il récupère le nombre de litres et il récupère la laiterie. Et donc, il n'y a aucun moyen pour l'agriculteur, souvent, enfin pour les agriculteurs, de pouvoir se faire entendre par cette agro-industrie qui veut même pas parler avec eux et qui de toutes les façons fait la pluie et le beau temps là-dessus. Donc, Alors, c'est vrai que dans l'article, c'est quand même. Alors, lors d'une conférence, c'est repris, donc, M. Beignet, hein, qui fait partie des plus grandes fortunes, effectivement, en France, hein, qui est donc, le président et qui a hérité des fromageries, je ne sais pas de quelle fromagerie exactement, mais du côté de Brie, certainement, des Brie. Laval, ils sont à Laval. Ah, ils sont de Laval, ah oui, c'est ça, le Béni, oui, d'accord. Oui, c'était. Et donc, effectivement, c'est l'une des plus grandes fortunes. Et quand c'est quelqu'un qui est capable d'annoncer en conférence de presse que les prix du lait allaient encore baisser pour affronter les difficultés qui s'annoncent dans le secteur laitier, c'est vrai que quand un entrepreneur est capable de dire c'est moi qui définis quelque part le prix du lait, il y a quand même un problème dans notre fonctionnement. Cette conférence, il annonce des bénéfices historiques de 20 milliards de bénéfices pour Lactalis. Ils ont fait un bénéfice record sur une année compliquée, donc avec cette pandémie, tout en disant il y a le coronavirus, on va payer moins parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc c'est ça qui était la même conférence de presse. Il annonce ces deux choses-là en même temps. Est-ce que donc aussi il y a aussi peut-être un environnement, peut-être Jean-Charles, alors avec tout ce qui est industriel aussi. Alors parce que visiblement c'est comment Lactalis c'est très bien expliqué aussi dans l'article. Ils fournissent aussi un suivi. Alors, je ne sais pas comment vous appelez ça, les contrôleurs laitiers, je crois, ça s'appelle, hein, tout ce qui est contrôleur laitier, tout ce qui va être lié à l'alimentation. Donc tout ça, c'est un suivi, mais qui n'est pas gratuit non plus. Jean-Charles. Oui, oui, ouais, j'avais des problèmes de son là. Vous m'entendez toujours là? Oui, très bien. C'est bon. Les contrôleurs laitiers, en fait, sont pas financés directement par Lactalis ou par les firmes. C'est un service qui est payé par l'agriculteur. Oui. Attends, j'ai un petit souci là. Ça y est. Mais qui rentre dans une logique de la politique, comme les techniciens des boîtes d'aliments, comme les techniciens des coopératives. Enfin, il y a une grosse machine qui entoure les agriculteurs et qui va dans le
dans le même sens. Ils sont tous d'accord. Et comme l'exemple que je donnais tout à l'heure, où quand on revient, on dit, ben non, on nous a dit qu'il fallait augmenter encore la production, quoi. Augmenter la production, ça veut dire... Allô? Oui, Oui. On m'entend toujours, ouais. Oui, tout à fait, ouais. D'accord. Et donc, ouais, je sais pas vers où après on essaie d'orienter la discussion, si c'est Non, mais je pense qu'on peut, ça c'est un peu la conclusion un petit peu de l'article. Ce qui serait intéressant maintenant, c'est d'avoir des réactions. Juste, moi, je voulais dire quelque Ouais. chose par rapport au suicide, parce que c'est quelque chose que, comme dit Jean-Charles, qui augmente beaucoup. Et c'est maintenant, enfin, les agriculteurs, c'est la profession où il y a le plus de suicides, de l'ordre de un tous les, non, 2 par jour, je crois. Et c'est un problème, en fait, dont on commence à parler. Il y a un film qui est sorti qui s'appelle Au nom du Père, qui a fait énormément parler de ça, avec Guillaume Canet. Et c'est un problème aussi qui est, comment dire, qui est assez, dont on ne parle pas trop, et même les agriculteurs n'en parlent pas beaucoup. Je me souviens avoir posé la question au président de la FNSEA qui me disait ah non, 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 ça vous savez, c'est rien, c'est pas vrai, non, non, c'est juste, ils sont un peu fragiles, mais c'est une non-réponse face à ce problème qui est quand même assez, qui remet en cause en fait. C'est pas juste un phénomène social ou un phénomène, c'est le modèle de production. Si on en arrive à avoir des agriculteurs qui, comme seule solution, au bout d'un moment, c'est de se suicider, c'est quand même un problème. Et c'est là où moi, dans les gens que j'ai rencontrés, les gens de Solidarité Paysans faisaient un travail assez incroyable auprès des paysans, qu'aucun autre service de l'État ou qu'aucune autre organisation leur apporte ce soutien-là, et notamment au niveau du suicide. Juste, je voulais juste vous signaler quelque chose, c'est qu'il y a au cours du salon de l'agriculture de 2020, après un peu le remue-ménage autour de ce film, Macron annonce qu'il va y avoir une étude sur le suicide des paysans, et donc il charge un député, le député du Lot-et-Garonne, de faire une enquête. Il lui donne 6 mois afin d'écrire une loi. Et donc j'ai été rencontrer ce monsieur qui s'appelle Olivier Damézin à l'Assemblée nationale, qui était en cours d'enquête, qui était en train de rédiger les conclusions, qu'il a d'ailleurs présenté au Premier ministre le 1er décembre 2020, et qui me disait la solution pour le suicide, donc je cite, hein, moi je leur dis aux agriculteurs que ce sont des chefs d'entreprise, j'en ai parlé au ministre de l'Agriculture la semaine dernière, il va falloir travailler là-dessus, le fait qu'ils s'en rendent compte, ça les valoriserait, on leur doit le respect, des gens qui travaillent 70 heures par semaine pour toucher 500 € par mois, ça impose du respect. Donc voilà la solution qu'on propose. Enfin, dans le Finistère, dans les gens qu'on suit, on suit, je sais pas, pour donner un ordre d'idée, on suit dans le Finistère entre 60 et 70 familles. On a bon, l'année dernière, c'était un peu différent parce qu'il y avait le confinement, mais disons que sur 2019-2020, on a eu 6 suicides sur soit des gens qu'on suivait qui se sont suicidés, soit on nous a fait appel alors qu'il y avait eu un suicide dans un GAEC, un suicide dans la famille, etc. Donc, je trouve que c'est un peu se foutre de la gueule des gens, et c'est un manque de respect pour les familles qui souffrent de ça, le propos que Maëlle a entendu de la part de cette équipe-là, quoi. C'est comme s'il fallait minimiser ce phénomène. Or, je pense que c'est grave parce que c'est la profession où on se suicide le plus, et c'est un phénomène qui augmente. Le nombre de suicides augmente. Donc, une société qui est rendue à avoir une profession où on se suicide tant, ferait bien de s'interroger sur le modèle qu'elle a créé et pourquoi elle en est arrivée là, au lieu d'aller dire aux gens, d'aller dire autour, on leur doit du respect parce qu'ils travaillent beaucoup. C'est vraiment du foutage de gueule.
Bah, c'est-à-dire que en fait, c'est quand même. Enfin, l'article est assez. Il y a pas de note très positive, mais je veux dire, quand on voit ça, ça veut dire d'où va venir la solution. Et c'est-à-dire que c'est là où, de nouveau, je trouve que des associations comme Solidarité Paysan sont indispensables. C'est pas Oui, pour ben envoyer ça peut-être à que, Jean-Charles, ouais, c'est parce qu'il y a aucune ouais. réponse du point de vue public, en tout cas, sur cette question. Mais il faut peut-être, bon, il suffit pas d'aider les gens, que bon, on essaie de faire ce qu'on peut, mais il faut aussi essayer de voir d'où vient le problème, parce que ça sert à rien d'aller essayer de sauver les gens si le processus se perpétue. Et je crois qu'il faudrait une réflexion sur le modèle industriel en agriculture, quoi. Je trouve, bon, peut-être c'est une aparté, mais l'agriculture concerne l'ensemble de la société, directement. Des fois indirectement, mais souvent directement. Pourquoi? D'abord, ça touche l'emploi. Moins il y a de paysans, plus il y a de chômeurs. Parce que ça touche la qualité de la nourriture, ça touche la qualité de l'environnement, ça touche les intoxications aux produits phytosanitaires. On pourrait continuer la liste. Et moi, je ne trouve pas normal que la gestion et l'orientation de l'agriculture soient uniquement confiées soit aux gens issus de l'agriculture par les responsabilités professionnelles, et pour raccourcir les choses sans tromper personne, c'est quand même la FNSEA qui oriente l'agriculture. On ne peut pas désigner en France, on ne désigne pas un ministre de l'Agriculture sans l'approbation de la FNSEA. Bon, ça a été écrit, ça a été dit, et c'est comme ça. Donc, il faudrait que la société, les gens comme vous qui écoutez là, aient plus de place dans les décisions, dans l'orientation des modèles agricoles, parce que vous êtes concernés directement par les aspects que je viens de dire. Et ça fait longtemps qu'on a soulevé ce problème-là, et je pense qu'on sera obligé d'y venir un peu plus qu'on le fait aujourd'hui. Ça apparaît quand même dans des débats sur des positions qui sont prises, soit par différents partis politiques, soit par des personnes engagées. Mais ce serait intéressant d'avoir l'avis des participants sur cette position-là. Peut-être que le jour où ça sera pris en charge par l'ensemble de la société, peut-être qu'on pourra avoir des orientations différentes. Sinon, il n'y a aucun espoir. Alors, justement, je vais en profiter pour prendre un petit peu quelques questions. Et alors, on a Frédéric qui nous dit ce que vous décrivez, ce sont les ravages du système capitaliste, vol du travail par le monopole privé, accumulation, libre-échange généralisé. Comment conscientiser le monde paysan pour un système alternatif? Alors, peut-être que ce sera plus dans la seconde partie où on va voir effectivement tout ça, soit la socialisation des moyens de production par un véritable système coopératif. Une autre question. Quel est le rôle des chambres d'agriculture et des SAFER dans le désastre écologique, agronomique, économique de l'agro-industrie? Une autre remarque. Alors, l'isolement aussi. Alors, l'isolement, car peu de possibilités de rencontres. Alors, auparavant, pour les hommes seuls, il y avait les fêtes et les bals où les couples se faisaient. Ça, je crois que c'était assez. Dans l'article aussi, la trajectoire de ce monsieur est quand même bien. Ces journées infernales. Et Jean-Charles, et on va finir après, vous allez pouvoir répondre comme ça. Jean-Charles, alors, a raison, Solidarité Paysan est absolument indispensable, mais totalement impuissante à modifier d'un degré la direction du cargo. Alors, ça, je pense que c'est quelqu'un qui connaît le fonctionnement agricole. Voilà. Alors, on continuera après. Est-ce que on peut parler, par exemple, du rôle des chambres d'agriculture qui représentent les chambres, qui représentent les agriculteurs déjà? Bon, les chambres d'agriculture sont un service mixte représenté par l'État et par les agriculteurs. Les chambres d'agriculture sont dirigées par la FNSEA.
Donc, même s'il y a des représentants d'autres syndicats, il y a des représentants des salariés, mais la direction des chambres d'agriculture est confiée, parce que c'est les majoritaires à la chambre d'agriculture, c'est la FNSEA. Bon, je crois que là-dessus, c'est pas de là-dessus qu'il faut attendre quelque chose. Il y a sur le terrain des techniciens de la chambre d'agriculture qui font un boulot que je trouve tout à fait honnête. Mais la direction politique de la Chambre d'agriculture, c'est la FNSEA, donc qui rentre dans le même système que ce soit Lactalis, que ce soit les autres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concernant le système, concernant la coopération, la coopération est entrée en agriculture très tôt, hein, dans les années 60, même avant, il y en a eu déjà après-guerre. Mais aujourd'hui, des coopératives comme Landerneau, Coopagri Bretagne, qui est maintenant, qui a changé de nom, je ne sais plus comment il s'appelle, et Eureden actuellement. Bon, c'est des industries qui se comportent comme les autres industries. Il y a juste le privilège d'avoir un conseil d'administration. Conseil d'administration qui fait une assemblée générale, et l'assemblée générale, le président s'exprime, le directeur s'exprime. Tout le monde est censé être à peu près d'accord. C'est bien qu'il y a quelques-uns qui posent des questions. Ça fait partie de l'image. Et puis après, tout le monde va manger, on fait un gueuleton, et puis on attend l'année prochaine pour recommencer. Mais le système coopératif, c'est un système industriel aujourd'hui. L'une des plus grandes banques mondiales est une banque coopérative, c'est le Crédit Agricole. Donc, je vois pas comment on peut compter là-dessus, quoi. Donc, les SAFER, c'est pareil, c'est un organisme public qui a été encadré par l'État avec l'accord de la FNSEA pour régenter un peu les mutations foncières. Je pense qu'ils ont joué un rôle intéressant. Elles le font de moins en moins parce que ils ont réussi à détourner des lois. Par exemple, si c'est arrivé, par exemple, les Chinois commencent à acheter des terres en France parce qu'ils ont peur de ne pas avoir assez de surface. Et il y a une loi qui dit que si un agriculteur vend à une société, la SAFER ne peut pas intervenir. Et donc, non, si c'est une société qui vend, donc ce qu'ils font les agriculteurs pour contourner s'ils veulent vendre, par exemple, à des Chinois, ils mettent leur ferme en société, ils gardent juste 1% des parts à eux, le reste c'est la société, et du coup, la SAFER ne peut pas préempter et intervenir. Donc, ça reste quand même un rôle très, très limité. Je pense que là encore, je pense que la place des citoyens dans la gestion du foncier, dans la gestion de l'environnement, elle reste quand même très importante dans le rapport de force qui peut être fait, dans les contre-pouvoirs qui peuvent exister sur le terrain. Je pense qu'il ne faut pas compter. Les structures actuelles qui existent, elles sont à peu près les mêmes depuis 60, depuis les lois Pisani sur l'agriculture. Bon, il a fait des bonnes choses, Pisani, hein, je ne sais pas. Et elles sont les mêmes. Quand on voit où ça a mené, ça veut dire qu'il ne faut pas compter là-dessus. Ça veut dire que si on veut changer quelque chose, il faut trouver d'autres formes d'intervention. Sinon, on continue sur la même base, à savoir, tout ce que j'ai dit, le nombre d'agriculteurs diminue, les agriculteurs vont de plus en plus mal, il y a certains qui s'enrichissent, incontestablement, mais il n'y a aucune régulation. Ce n'est pas les coopératives qui vont réguler, ce n'est pas les SAFER qui peuvent réguler, ce n'est pas les chambres d'agriculture qui peuvent réguler, et ça reste, même s'il y a des petits aménagements pour certaines choses, mais les lois continuent à être détournées. Je prends un exemple, par exemple, parce qu'on parle des SAFER. Un agriculteur qui a 300 hectares, ou moins, 150 hectares. J'ai eu le cas il n'y a pas longtemps. Et il y a une ferme qui est disponible, une petite ferme qui
qui arrête, donc il y a des terres à distribuer, et il y a 2 agriculteurs qui veulent l'avoir. Il y a un qui n'a que 20 hectares, 22 hectares pour être précis dans mon exemple, et l'autre qui a 120 ou 130 hectares. Eh bien, la logique voulu que ce soit le petit agriculteur qui récupère les terres. Mais il y a une loi qui dit que s'il a des bâtiments qui sont proches de la 2e exploitation, c'est lui qui bénéficie. Donc, plus l'agriculteur est gros, ça veut dire qu'il a bouffé d'autres fermes, ça veut dire qu'il a un petit bâtiment. En l'occurrence, là, il avait un petit hangar dans lequel il était censé mettre des génisses qui étaient plus proches des terres. Donc, pas rentrer dans les détails juridiques, mais c'est pour montrer que les systèmes sont détournés de façon à ce que même s'il y a des garde-fous un petit peu, ils sont détournés par ceux qui ont le pouvoir. Voilà. Tout à fait. Alors, juste pour les lecteurs du Diplo et ceux qui ont accès au journal, dans les archives du journal, il y avait un très bon article de juillet 2019 qui s'appelait Flambée des prix du foncier agricole, la bagarre de l'État. Et c'est aussi tous les freins qui peuvent exister pour les jeunes agriculteurs ou les gens qui ne viennent pas forcément du milieu, qui ne sont pas possédants de terres. Alors, ce que je propose, il y a plusieurs autres questions. Alors, il y a la question du revenu. Peut-être qu'on va pouvoir en parler dans la deuxième partie. Moi, ce que je souhaiterais peut-être, c'est que Maëlle puisse nous présenter le deuxième article parce qu'il y a la question du revenu. Effectivement, il y a des stratégies qui apparaissent et qui apparaît justement dans cet article. Et puis, la diversité du monde agricole hein, qui est parlé. Et puis, on pourra effectivement parler aussi de comment alors, je ne sais pas, il y a des collectifs d'échange. On pourra aussi éventuellement développer ça. Alors, moi, ce que je propose, c'est qu'on passe à l'article qui est Deux mondes. Alors, hein, c'est vraiment la polarisation. On se trouve une polarisation qui est en train de se créer, comme un peu partout dans notre société. Deux mondes paysans qui s'ignorent. Et ça, c'est la deuxième partie de votre enquête, Maëlle. Alors, on est toujours dans le Morbihan, on est dans le sud. Il y a des touristes rennais qui se promènent, si j'ai bien compris. Ils vont acheter du fromage. Et ils achètent du fromage alors chez monsieur Emballin, je ne sais plus combien. Et donc, qui a, lui, flairé le créneau, puisque il soigne ses bêtes avec, si j'ai bien compris, des huiles essentielles. Et voilà, il a effectivement bien. Mais il est de l'autre côté d'une rue et il y a des agriculteurs de l'autre côté d'une rue. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce. Non, juste, je voulais réagir sur la personne qui parlait aussi des agriculteurs et de conscientiser le monde paysan. C'est une question de temps. Les agriculteurs n'ont pas le temps de se réunir, n'ont pas le temps d'aller à des réunions, n'ont pas le temps d'aller à des balles, même si on avait, n'ont pas le temps. Donc, voilà, ils sont isolés et sans temps. Donc, c'est aussi une des réponses, malheureusement, à ces questions-là. Sur Oui, alors, je suis allée donc, mi-août, de mi-août à mi-septembre, plus ou moins. Pour voir justement dans cette région qui est très particulière puisque très touristique, aussi comment ça s'organisait au niveau du territoire, la relation des paysans à cet environnement-là. Et donc effectivement, Monsieur Abalin est dans une ferme, très content. Alors pour le coup, c'est pas une vision misérabiliste et c'est pas celle que je veux donner non plus avec l'autre, ou même avec cet article, avec l'autre article. Mais il y a des faits, il y a deux manières, enfin il y a deux. Le monde paysan est divers, il y a différentes manières de le faire et ces gens que j'ai croisés dans la région, donc que ce soit le monsieur Abalin ou les gens qui sont de l'autre côté de cette route, c'était assez flagrant avec cette route départementale qui séparait ce territoire, se définissent
tout simplement. Je n'ai pas dit il y a les bio et les non-bio. Ils se définissent comme tels. Eux-mêmes, quand moi j'ai été croiser les conventionnels, m'ont dit beaucoup de mal, des gens qui faisaient du bio, se sentaient un peu agressés. Et le pire a été quand j'ai été voir les monsieur Abalin et ses collègues qui sont sur la côte, qui, eux, ont eu des propos extrêmement durs. Parce qu'au bout d'un moment, je me disais, pourquoi il y a des gens qui s'en sortent et d'autres qui s'en sortent moins bien. Ceux qui s'en sortent, donc en faisant du bio, on le vend plus cher, donc on gagne plus d'argent. C'est un peu plus cher à produire, mais pas beaucoup plus. Et en vente directe, forcément, on gagne beaucoup plus d'argent que quand c'est Lactalis qui transforme en mozzarella, qui va être vendu en Italie, parce que c'est ça. Et ont eu des propos très méprisants et qui étaient très, très bizarres sur les paysans conventionnels, disant que c'était de leur faute, que tout le monde pouvait arriver à s'en sortir des griffes des multinationales, que c'était facile. Et je crois qu'en fait, c'est pas si facile que ça, parce que, bon, comme disait Jean-Charles, la FNSEA règne sur la Chambre d'agriculture, mais la FNSEA aussi prend parti via sa position dans la Chambre d'agriculture dans les programmes scolaires de l'enseignement agricole. C'est pas l'éducation nationale. Donc, c'est-à-dire que c'est un certain type de vision de l'agriculture avec un certain type de lobby qui s'occupe de savoir ce que vont apprendre les jeunes ou pas. Déjà, si ce sont des jeunes comme moi, les gens que je voyais dans mon village, qui ont déjà des parents qui étaient dedans, qui étaient agriculteurs et qui fonctionnaient comme ça, qui ont été au même lycée, qui ont appris plus ou moins les mêmes choses, et bah, ça se perpétue. Et quand il y a un isolement, qu'il y a déjà une non-communication entre des gens il y a des solutions, il y a quelqu'un dans le fil de discussion qui disait il y a des collectifs d'échange très intéressants comme la CIVAM, c'est vrai, entre agriculteurs qui réfléchissent à d'autres solutions. Mais malheureusement, il n'y a pas assez de lieux d'échange comme ça, car même à la Chambre d'agriculture, finalement, les gens qui vont faire du bio disaient bah non, on ne va pas à la Chambre d'agriculture parce que c'est les conventionnels, c'est la FNSEA, c'est les méchants. Et les autres, ceux qui font les méchants en question d'ailleurs, qui sont par exemple, leur territoire a changé aussi, comme c'est devenu un lieu, comme c'est devenu très touristique. Par exemple, les familles de la côte migrent vers l'intérieur, donc il y a des nouveaux venus. Donc, et puis, comme dit Jean-Charles, de toute façon, il y a de moins en moins de paysans. Les 3/4 des paysans de la commune sont célibataires. Célibataires par manque de temps, pas parce que c'est des bouseux, juste parce qu'ils n'ont pas le temps de rencontrer des gens, ils n'ont pas les codes non plus. À force de ne pas sortir, ils n'ont pas Internet. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai rencontré qui n'avaient pas Internet, qui n'avaient pas les mêmes, ils n'ont pas la même facilité pour rencontrer des gens. Et donc tout ça, c'est conditionné dès le début. C'est pas, il y a ceux qui n'ont pas compris et qui sont idiots, et ceux qui ont compris. Malheureusement, c'est pas le même profil social quand on regarde. Les gens ce qu'on appelle retour à la terre, néo-ruraux, il y en a, mais c'est pas que des gens c'est aussi des gens du coin parfois qui ont eu, je sais pas moi, la chance d'aller au lycée général et pas au lycée agricole, comme on met les mauvais élèves tout de suite. Enfin, c'est des choses parfois qui sont pas très grandes, mais qui font changer et en général, c'est les gens qui ont fait le plus d'études, qui n'ont pas leurs parents pour leur dire, tu sais, ce que tu apprends au lycée agricole, c'est peut-être pas, il y a d'autres manières de faire. Et même au sein du lycée, d'ailleurs, ils me racontaient, les élèves, qu'il y avait cette espèce d'animosité entre les deux. Et donc, c'est pas quelque chose qui... Et puis, je pense que ça s'entretient avec la fierté, enfin, la fierté des paysans se disent non, nous on a raison, on fait comme on fait, les autres ont rien compris avec leur barbe et leur tongs. Enfin, je dis ça. Et donc dans un territoire très petit, c'est des gens qui vraiment qui n'étaient pas loin, il n'y avait aucune communication. Et moi, dans cet article, le but c'était pas de dire il y a les uns, il y a les autres, il y a ceux qui font bien et ceux qui font mal. C'était de dire si on veut faire changer les choses, comme dit Jean-Charles, il faut passer au-dessus de ça et pour changer ce modèle agricole et mettre fin au productivisme, c'est pas en restant campé sur ses positions sans prendre en pensant par exemple qu'il n'y a que le bio ou le circuit court qui va sauver les choses, alors que ça c'est pas les uniques, enfin c'est pas le seul moyen de faire, et de toutes les façons ça suffira pas. Ou s'enfermer avec son robot de traite, c'est pas ça non plus qui va améliorer. Et donc il y avait cette espèce déjà de chose, moi qui m'a choquée, c'est ce mépris entre eux, et c'est de toutes les façons ça aboutit à une impasse.
que les syndicats n'ont pas l'air non plus ça a l'air plus ou moins de les arranger aussi, enfin des arranger entre guillemets, parce que les choses se perpétuent et les victimes de ce système, c'est plus les gens les agriculteurs que j'ai rencontrés de ces fermes qui font du conventionnel et qui sont pieds et poings liés à la banque, que ceux qui arrivent un peu plus à s'en sortir et qui sont valorisés par les gens qui viennent leur acheter leur fromage en leur disant qu'il est bon. On leur renvoie pas l'image de... moi, j'ai rencontré un paysan qui est allé pulvériser dans son champ. Il me racontait, je me suis fait casser la gueule. Parce que j'allais, mettre du produit dans le champ, mais parce que, voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne et il est obligé aussi de le faire au bout d'un moment. Donc, c'est pas la même. Alors, oui. Allez, alors, c'est oui. Jean-Charles. Maël, oui, je voulais ajouter quelques points là à ce que dit Maël. Je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Hein, c'est pas. Alors, premier point, c'est que bon, c'est vrai que la vente de proximité s'est beaucoup développée ces derniers temps, et je pense que c'est bien parce que ça permet en général une meilleure rémunération pour l'agriculteur. 2, ça permet d'avoir un contact entre les agriculteurs et les consommateurs, autre que passer par les grandes surfaces. Donc ça, c'est un point, je trouve, positif. La production bio a sensiblement augmenté et continue d'augmenter de mois en mois, et ça, c'est un point aussi positif, comme quoi, il y a quelques années, c'était complètement marginal de quelques loulous avec des cheveux longs. Aujourd'hui, ça devient quand même une production en quantité de production et en couverture de marché qui devient plus que correct, qui devient sensible. L'autre point, par contre, qu'il faut noter, c'est que malgré tous ces aspects positifs, la France ne sera jamais alimentée uniquement avec des circuits courts. Il y a des limites à ces circuits courts, c'est-à-dire dans une commune où il y a 60 paysans, s'il y a un qui va vendre des fromages ou des yaourts sur le marché, c'est très bien. S'il y en a 2, ça va. S'il y en a 3, il commence à se serrer un peu. S'il y en a 4, ça passe plus. Donc, on ne pourra jamais, on ne va pas alimenter l'ensemble de Rennes ou l'ensemble de Paris en circuit court ou les autres villes. Donc ça, il faut tenir compte de ça. Premier point. Deuxième point, il ne faut pas qu'il y ait d'un côté une alimentation pour les riches et une alimentation pour les pauvres, parce que les produits qu'on achète en circuit court, même s'ils ne sont pas beaucoup plus chers, ils sont en général un petit peu plus chers, parce que le travail du paysan est rémunéré, ce qui est tout à fait logique. Et il ne faut pas qu'il y ait tout d'un coup dans les quartiers pauvres les gens qui vont manger des produits de grande distribution avec plein de louzous dedans, etc. Et les autres qui sont plus aisés, qui pourront aller acheter au marché des choses bio. Donc, les deux ont droit de coexister, mais il faudrait que les agriculteurs qui produisent aussi pour les grandes villes puissent être rémunérés pour leur travail et peut-être soient contraints d'avoir moins de pesticides dans leurs produits. Actuellement, les mesures qui vont dans ce sens-là sont retoquées presque chaque fois, on retarde. Le problème du glyphosate, ça fait je ne sais pas combien d'années qu'on dit qu'il ne faut plus l'utiliser, puis il est quand même utilisé. D'autres produits pareils dont on sait qu'ils sont toxiques pour les humains. Donc, il faudrait aussi pouvoir diminuer ces pesticides sur les produits de façon à assurer quand même la santé humaine des gens qui sont obligés de les consommer, parce que bon, souvent ils sont un peu moins chers, mais on nourrira pas la France uniquement avec des circuits courts, hélas peut-être, mais c'est comme ça. C'est très bien précisé dans l'article de Maël. Alors je vais en profiter, on va passer alors peut-être à quelques petites questions. Alors, il y a, parce qu'elle était déjà intervenue tout à l'heure et je n'ai pas pris sa question, de Ma, qui doit être enseignante en milieu agricole. Et justement, vous en parlez aussi, Maëlle, dans le lycée professionnel agricole. Donc, les programmes en bac pro agri ont changé depuis une dizaine d'années, avec la moitié du programme en agronomie sur la gestion des sols. Cependant, il y a une hostilité envers les thématiques écologistes. La vision est trop souvent binaire.
C'est actuellement, alors c'est dans les programmes actuels de première et de terminale. Donc on parle bien de sciences du sol, mais est-ce que en BTS par exemple, est-ce que les débouchés sont bien là? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a des améliorations, mais je pense qu'il y a des améliorations, mais de fait, pour l'instant, hein, c'est toujours le ministère de l'Agriculture qui gère en tout cas l'enseignement agricole. Mais j'espère que ça va continuer. Alors ensuite, alors il y aurait visiblement peut-être une coalition, alors SB qui nous dit une coalition entre les bio, les CIVAM et la Confédération, ça pourrait amener les paysans à avoir plus de poids, je trouve. Mais c'est oui. C'est juste, il faut faire attention. Bio, il y a moins de pesticides, mais ça ne veut pas dire que c'est mieux produit. Il y a beaucoup de grosses fermes qui font du bio, il y a des robots de traite de bio, il y a des conditions de travail qui sont équivalentes parfois dans ces grosses fermes bio ou ces grosses fermes conventionnelles. Donc bio, c'est la qualité du produit. Après, la qualité de production et le moyen de production, c'est pas forcément, ça peut être la même chose. Et de deux, le circuit court, c'est d'avoir une intermédiaire. Je ne sais pas si vous allez au supermarché, mais vous voyez, il y a de plus en plus de circuits courts. Donc ça veut dire que c'est quoi? C'est Carrefour, en fait, vous allez dépendre de Carrefour en faisant du circuit court. C'est bien, je veux dire, mais c'est pas non plus, comme dit déjà Jean-Charles, ça fonctionne jusqu'à un certain point, mais c'est pas non plus forcément. Enfin, il n'y a pas non plus de prise en compte de la manière dont c'est fait. Voilà, À ce titre-là, je vous conseille dans le nouveau diplôme de juin, on essaie toujours de ramener aussi ça au journal, il y a le dossier qui s'appelle La ville défigurée, il y a un très bon article qui s'appelle Du rabais au bio, une offre segmentée par, c'est Olivier Moret, et ça parle notamment des stratégies de Biocoop, où il y a donc un Biocoop et un Aldi qui sont côte à côte. Et effectivement, c'est pas pour ça que la politique sociale, visiblement, de Biocoop a été remise en cause, je crois, notamment par rapport à ses salariés. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Alors, il y a aussi Serge qui nous dit il y a une chambre d'agriculture, donc encore, on est alternative au Pays Basque. Est-ce que ce n'est pas un objectif? Les syndicats agricoles progressistes. Alors, Jean-Charles, est-ce que les syndicats agricoles progressistes ont vocation à être majoritaires? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont. L'exemple qui a été cité des Pays Basques, est très, très intéressant. Mais c'est un cas en France. Moi, je leur tire mon chapeau sur ce qu'ils ont réussi à faire. Hein. Je n'aurais pas les connaissances pour développer, je les ai entendus développer leur position et leur travail lors d'un forum organisé par les CIVAM, justement. Et je leur tire mon chapeau. Maintenant, je crois pas qu'on puisse compter là-dessus pour généraliser, quoi. Ça serait vraiment si ça pouvait se faire, tant mieux. Mais bon, par association d'idées, on a parlé de travail commun entre les CIVAM, les bio et d'autres organisations qui vont dans ce sens. Je crois que ça se fait déjà quand même. Il y a un travail, les CIVAM font un gros boulot sur justement d'autres perspectives d'installation en agriculture. J'ai vu le nom de Jean-Claude Balbot qui s'affichait, donc c'est qu'il doit être quelque part à suivre aussi l'émission. Je pense qu'il pourrait en parler mieux que moi parce qu'il est président des CIVAM, mais cette collaboration existe. Donc voilà. Je ne sais pas, Jean-Claude, si tu m'entends, mais. Alors Jean-Claude Balbot, lui, si c'est Jean-Claude Balbot peut-être qui avait déjà tout à l'heure réagi. Peut-être que c'est un agriculteur qui veut réagir. Alors, il nous dit qu'effectivement, pour nous nourrir, on repart sur les circulons, pour nourrir à 400 000, c'est la chimie ou la machine et les robots, pas le choix. Si vous voulez tous que nous soyons nourris comme les lecteurs du monde diplomatique, alors je ne sais pas si on est tous bien nourris, je ne sais pas. Il faut plusieurs millions de paysans pour l'instant. On est à moins de 10 000 par an. Ne racontons pas d'histoire. C'est la direction actuelle. Nous aggravons la fracture alimentaire. Certains seront de mieux en mieux servis et d'autres auront de moins en moins de choix. C'est le libéralisme certainement. Et au travail plus nombreux
nous y serons, moins et plus nous pourrons nous reposer. Alors, je ne sais pas si ça vous inspire un commentaire, effectivement, par rapport à la fracture alimentaire, on va dire. Ce matin, la fracture alimentaire, Ben, on a dit l'obésité. jusqu'à maintenant, bon, les détracteurs d'un autre modèle agricole, depuis toujours, enfin depuis que que j'ai fait du syndicalisme et autre chose, ça a toujours été de dire, de toute façon, avec un autre modèle agricole, bon, on va pas pouvoir nourrir tout le monde, donc pas la peine d'y compter. Bon, je pense que c'est un moyen c'est un moyen pour les détracteurs des bio, c'est un moyen pour les détracteurs d'une autre agriculture, pour ceux qui veulent changer un peu les choses, de fermer la porte et puis il n'y a plus rien à voir, continuez votre route. Bon, je pense que il y a quand même régulièrement des articles. Il y a un ingénieur qui est très connu, c'est du fumier. Il a encore fait un article il n'y a pas longtemps. Il a écrit sur un moyen de produire différemment et de nourrir la population. Donc, bon, je ne suis pas compétent pour répondre à ça, donc je fais référence à ceux qui ont la compétence et qui ont écrit là-dessus. Alors, c'est vrai que moi, ce que j'avais trouvé très intéressant dans les deux articles de Maël, c'est vrai que d'habitude, il y a des fois au diplôme, on a des grands articles très, très, qui parlent de sujets au niveau mondial. On est vraiment dans. Et là, c'est vrai qu'on était vraiment sur le terrain, et cette enquête de terrain était vraiment très, très intéressante et vraiment sur cette fracture qui existe. Alors, effectivement, il y a Jacqueline qui nous dit que la fracture, elle existe peut-être plus largement entre les néo-ruraux et et les ruraux, les ruraux anciens. Je ne sais pas, est-ce que c'est cette fracture-là aussi ou c'est encore différent? Oui, c'est sûr, c'est la même fracture, mais c'est tout simplement aussi la fracture entre deux mondes qui ne se parlent pas, deux mondes sociaux qui ne se parlent pas. Ça pourrait être à Rennes aussi, ça pourrait être. C'est pas seulement juste. Enfin, là, je vais beaucoup plus loin. Entre les uns et les autres, c'est deux mondes sociaux qui ne communiquent pas, comme beaucoup de mondes sociaux ne communiquent pas. Et puis, comme ça apparaît dans... On m'entend toujours là, c'est bon? Parce que mon ordinateur déconne. Pas de problème. Bon. Au niveau, quelqu'un a posé tout à l'heure la question du syndicalisme. C'est vrai que je pense qu'au niveau du syndicalisme, je trouve un peu dommage que la Confédération paysanne, qui s'est beaucoup intéressée au circuit court, à produire autrement, à la bio, et un peu laissé de côté l'agriculture conventionnelle, un peu comme si on laissait ça à gérer à la FNSEA, et nous, on s'occupe de l'autre agriculture, l'agriculture non conventionnelle, l'agriculture bio, etc. Et la FNSEA était très contente de ce marché-là, même si ce n'est pas un marché qui a été verbalisé, mais c'est un marché qui a été sous-jacent de fait dans la façon dont les revendications étaient posées. Je trouve que c'est un petit peu moins vrai depuis quelque temps au niveau de la Confédération paysanne dans ce que je peux en lire. Mais c'est un peu une attribution de rôle et je trouve ça un peu dommage. Et la coordination rurale a pris aussi le relais de l'agriculture productiviste. Alors que je pense il faudrait aussi que le syndicalisme, Confédération paysanne notamment, fasse plus de travail avec aussi l'agriculture conventionnelle. Les paysans qui font de l'agriculture conventionnelle ne sont pas tous des gros paysans, ne sont pas tous des gens qui inondent leurs champs de produits
de produits toxiques. Bon, il y a aussi dans l'agriculture conventionnelle des gens qui font leur boulot le mieux possible, qui essayent, même s'ils ne sont pas en bio, de réduire considérablement, de mettre plus d'herbes dans les rations alimentaires pour diminuer le maïs, etc. Donc, je l'avais signalé dans l'article de Maël que je trouve que cette séparation, c'est trop faite. Bon. Je ne sais pas si un jour je serai entendu par la Confédération paysanne. Pas de souci. Alors, alors, je ne sais pas, Denis Gaborio, vous êtes vous souhaitiez, vous êtes spécialiste, c'est ça, sur les CIVAM, vous faites partie d'un. Alors, si on peut vous donner la parole. Par contre, il faut que l'intervention soit relativement cadrée. Voilà, hein, on vous donne oui. Bon, bonjour à tous. Bon, on connaît un certain nombre des participants dans cette rencontre. Oui, là, on est à plusieurs d'ailleurs hein, autour du poste, là, ici. Bon, ce qu'on voulait dire, c'est que depuis 30 ans, il y a un certain nombre d'exploitants qui expérimentent d'autres systèmes de production et qui les ont évalués. Mais on est en face d'un barrage déterminé hein, pour la non-vulgarisation hein, de ces pratiques, de ces résultats et aussi des conditions de vie qui souvent en découlent pour les agriculteurs. Hein, ça, c'est une première chose. Et je crois que l'autre chose, c'est que le monde paysan n'est pas sorti de ce qu'on lui a inculqué depuis l'après-guerre, hein, où son salut, c'était l'intensification du travail, la course à la productivité du travail, hein, et qui crée toute cette spirale de l'endettement. Et juste une autre réflexion, je crois que la société est là, nous on a beaucoup apprécié les articles de Maël, hein, mais je pense que intellectuellement la société a beaucoup à réfléchir parce que je crois qu'elle reste pour un certain nombre de gens dans l'esprit qui a été exprimé par une responsable européenne dans un très bon film hein, qui concerne le Finistère, les producteurs de lait du Finistère, où cette... je ne sais pas quel titre elle a, mais elle doit avoir un titre important quel film, ça, au niveau de l'Europe. C'est Le Dernier des laitiers, le film Le Dernier des laitiers, où cette dame explique, mais face aux journalistes qui mettait en avant bon, tout ce qui a été mis là et la diminution du nombre de paysans. Mais on est dans des sociétés modernes, mon brave monsieur. Hein, on est dans la voie d'une tertiarisation de nos sociétés, de nos modes de vie. Il est logique que demain, on arrive à quelques dizaines hein, de producteurs de lait en France, hein, par exemple, hein, ou quelques centaines, oui. Mais je crois que le débat, à mon sens, le débat il est là, ce n'est pas les paysans seuls qui vont pouvoir faire bifurquer l'orientation de l'agriculture. Et juste un dernier point, hein, quand on voit qu'aujourd'hui, la moyenne en France du revenu du travail dans les exploitations est quasiment à zéro, hein, sans les aides, et que plus l'exploitation est grande, plus la part des aides dans le revenu est importante. Donc, on marche un peu sur la tête, quoi, hein, et c'est de ça que l'enjeu de sortir. D'accord. Alors, je vais donner la parole à Ronan, qui est un peu qui suit de très près tous les problèmes environnementaux et notamment, il souhaitait parler un petit peu des possibilités environnementales par rapport à ça. À toi, Ronan. Moi, je vais faire très court. Hein. Il y a quand même un aspect à ne pas perdre de vue, c'est effectivement l'aspect environnemental, et on peut le prendre toujours de la même manière par le biais énergétique et par voie de conséquence par les gaz à émission, enfin les GES. Hein.
donc, il y a l'agriculture, bon, essentiellement conventionnelle, c'est 15% des émissions de gaz à effet de serre. Et je voulais juste faire un petit rappel historique. On parle souvent des rendements à l'hectare ou des rendements de travail au nombre d'heures à l'hectare. Mais il y a un rendement dont on parle très rarement, c'est le rendement énergétique à l'hectare des agricultures conventionnelles versus bio. Et il y a un facteur énorme. Et pour se donner une idée de ça, l'agriculture au 19e siècle, pour une calorie d'énergie, on fournissait 12 calories dans l'assiette. Et aujourd'hui, une calorie d'énergie, ça fournit que 0,7 calories dans l'assiette. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais il y a un enjeu énergétique énorme dans la conversion de la conventionnelle vers le bio. Enfin, bio, la vraie. Alors, très bien. Et alors, Bernard Roland, pardon, excusez-moi, qui a réagi et dans le courrier des lecteurs des Amis du Diplo, et peut-être que Maël a participé à la réponse, je ne sais pas, où il y avait une réponse, où effectivement, les lignes, enfin, je ne sais pas de quoi parlait le courrier, mais effectivement, une partie a été publiée et la fracture est la moins. Il est possible d'avoir la parole ou pas? Allez-y si vous êtes voilà, sur. Je vais être concis. Ouais, C'est juste tout à pour fait. comprendre comment fonctionne le monde diplomatique. J'y suis abonné depuis une vingtaine d'années. Et j'aimerais savoir si Maël a reçu mon courrier ou pas. Vous l'avez envoyé comment, le courrier? Je l'ai envoyé par mail Par mail non, attendez, au courrier des lecteurs et dans le numéro du mois de mai. Bon, mon courrier était long, certes, mais il y en a 2 extraits qui ont été publiés en page 2. Est-ce que vous l'avez vu, ce courrier? Alors, on ne me l'a pas transmis, non. Voilà, enfin, moi, je voudrais questionner. En fait, j'en reçois pas mal, mais là, j'ai pas reçu. En gros, ce que je vous disais, je résume, hein, le premier article, ça m'allait bien, le constat, on le partage, hein, sur l'intensification. Le deuxième, ça m'allait pas du tout, parce que c'est une vision bien trop catastrophiste. Et en Bretagne, on a la chance, c'est quand même une terre de liens, on a le pire et le meilleur, et on a tous les intermédiaires. Et il y a quand même à la fois des personnes, mais des organisations qui travaillent et qui essaient des passeurs, qui essaient de faire évoluer les systèmes. Et ça, c'est quand même une grande richesse de la région. Et en présentant la route là, qui coupe 2 mondes, c'est quand même… Enfin, on tire vers la désespérance. J'ai envie de vous dire, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. On a besoin de faire des constats lucides. La vocation du monde diplomatique, c'est aussi l'éducation populaire. Enfin, moi, c'est pour ça que je l'achète. Mais il faut être factuel. Et ce qui manquait dans votre deuxième article, c'est tout ce monde, cette dynamique qu'il y a et de ces gens qui sont en transition. Parce que la dernière phrase, elle est terrible. On a l'impression que la route, c'est devenu un mur et qu'il n'y a pas de lien. Mais, monsieur, alors, concernant l'aspect lucide, mais j'ai hâte de lire votre… Je vais demander qu'on me l'envoie, ou alors je vais vous donner mon mail pour lire le courrier dans son ensemble. Cette route-là, je décris moi ce que je vois depuis… J'ai 30 ans, donc je suis jeune, mais depuis que je suis née. J'ai l'impression que ce mur, il a été grandissant au fur et à mesure dans cette zone-là de la Bretagne. Je sais bien que c'est très grand, la Bretagne, et c'est très divers. Dans cet endroit-là particulièrement extrêmement touristique, où il y a de plus en plus de touristes, la commune dans laquelle je suis née a quasiment triplé en population, parce que les gens qui habitaient sur la côte, ils ne pouvaient plus se loger, les jeunes familles, donc ils sont allés plus… Ça, c'est dans toute la France. Ils sont allés plus dans les terres. Donc, cette commune où il y avait avant, il n'y a plus que 2% de paysans. Enfin, il y a un nombre le taux a énormément baissé. Avant, c'était une commune assez agricole. Donc, j'ai l'impression que moi, cette communication, cette route, c'était aussi une métaphore. Mais bon, c'est assez… malheureusement, c'est assez le cas, en fait, que cette route sépare ces 2 mondes-là. Et moi, l'article que je voulais faire, justement, c'était pour qu'on arrête de stigmatiser les paysans conventionnels, parce qu'on est toujours en train de dire des choses
enfin, c'est pas que je dis pas qui est bien, qui est pas bien, mais je dis il faut arrêter de les voir comme ça. C'est des gens qui souffrent effectivement du célibat. Qu'est-ce qu'on leur renvoie? On renvoie L'amour est dans le pré, on les ridiculise à longueur d'émission. C'est une des émissions qui a le plus de spectateurs. Qu'est-ce qu'on leur envoie? Comme disait Jacqueline, effectivement, c'est ces deux mondes après qui se partagent un espace. Pour les uns, c'est un espace résidentiel de loisirs. Pour les autres, c'est un espace de travail, le monde agricole. Donc, effectivement, ça va pas. Pendant que d'autres vont aller pulvériser sur leur champ, bah, y en a d'autres qui vont être en train de, je sais pas, moi, faire leur sport le dimanche. Donc, mais c'est une incompréhension aussi qui va au-delà de juste pour réfléchir à comment changer le modèle agricole, il faut prendre en compte les uns et les autres. C'est aussi au niveau social. Ces gens-là sont pas plus bêtes que des... C'est que moi, ce mépris qu'il y a d'un côté et de l'autre m'a révoltée. Et donner la parole à des gens qui ne l'ont pas, parce que les paysans bio, on les voit plus dans les médias, enfin, voilà, parce qu'ils ont peut-être plus de choses à dire, plus de projets innovants, mais en tout cas, les autres, on ne leur donne pas la parole. Et c'était le but de toute cette enquête, de ces 2 articles, c'était qu'ils puissent s'exprimer. Donc, c'était, je sais pas, effectivement, le constat à la fin du 2e article n'est pas très positif, je l'entends, parce que ça laisse un peu les choses. Bon, bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait? En même temps, je pense que vous êtes tous plus compétents, là, les gens qui avaient pris la parole que moi, enfin beaucoup sont là-dedans depuis de nombreuses années ou sont paysans pour répondre à cette question. Moi, je faisais pas, c'était une enquête de terrain, j'ai fait partie de mes réflexions et des gens que j'ai rencontrés, surtout avant tout. Mais ce n'est pas une question, le bio et l'avenir, pas le conventionnel, ça n'a rien à voir, je ne sais pas qui a répondu. Mais donc, le but, c'était justement que ce soit moins imperméable. Après, si vous l'avez, en tout cas à ce niveau-là, après sur le constat, oui, effectivement, c'est pas très. Moi, je pense que l'objectif a été quand même atteint parce que, bah, effectivement, il y a, pour les lecteurs du diplôme, je pense qu'il y a aussi des gens qui sont des urbains. Hein. Il y a des gens qui ne connaissent pas forcément et les deux articles donnaient quand même bien à connaître des réalités. Et en même temps, le 2e article est venu vraiment à nourrir la première partie. Hein. Donc, moi, je pense non, mais alors, juste, je réagis. Je n'ai pas dit que le conventionnel était l'avenir par rapport à ce que M. Serge T vient d'écrire. Je n'ai pas dit ça. Et je n'ai pas dit non plus que le bio était l'avenir. C'était pas voilà. Non, mais ce qui était intéressant, c'était aussi le social, enfin l'approche sociale. Sociologiquement, c'était ça avant tout, ce portrait sociologique. Alors, il y a effectivement, moi j'insiste sur, alors c'est vrai que c'est Jacqueline C qui nous dit effectivement qu'aujourd'hui, les mondes sociaux qui ne communiquent pas, c'est viable, mais dans un village, c'est la guerre. Et j'ai assisté à ça pendant le premier confinement sur la marche de Montesquieu-Volvestre. Alors, je ne sais pas, en limite d'Ariège, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais peut-être que vous pouvez nous le décrire. Et du coup, ce village qui était socialiste bontain est devenu un grand vote Le Pen. Et donc, c'est vrai que là, je ne sais pas si vous, Jacqueline, si vous êtes obligé de... Je peux parler? Oui, oui, bien sûr. Et puis, bon, c'est pas que sur la Bretagne, j'imagine que vous êtes… Non, mais c'est un village du sud-ouest qui est près de l'Ariège. Vous savez que l'Ariège a la réputation, beaucoup de babas, enfin tout ça. Hein, bon. Donc, moi, j'y suis depuis très longtemps. J'ai une petite maison secondaire là, donc je vois bien comment les choses ont évolué. Le maire, c'était l'adjoint avant de celui qui a remplacé Jospin. D'accord? Voilà. C'est pour situer. Donc, c'était une tradition socialiste des villages du sud-ouest. Donc, petit à petit, comme c'est pas très loin de Toulouse, bon, c'est agricole, hein, il y a du maïs, beaucoup, il y a beaucoup d'élevage, de plus en plus de moutons, par exemple. Hein, bon, voilà. Donc, pour situer un petit peu du maïs, du blé, du colza, bon, voilà. Je situe un petit peu le paysage agricole. Donc, comme c'est assez près de Toulouse, ben, il y a les gens qui sont venus s'installer. Le village en lui-même se maintient pas beaucoup. Il y a eu des constructions à l'extérieur. Voilà. Donc, quand même, de plus en plus d'élevage par rapport, je pense, à la culture qui est pas intensive, hein, mais parce que les moutons, tout ça, ça se vend bien. Bon.
pas trop de laiterie, de fromage, pas trop. Mais enfin bon, ce qui s'est passé, c'est donc que vous avez de plus en plus non seulement ces gens qui sont des néo-ruraux, mais qui vont travailler à tout ça, mais plus il y a des tas de babacools, si vous voulez. Et ce qui s'est passé sur le marché, c'est que, bon, et au moment où ils ont fermé les bars et tout ça, il y a les babacools qui sont arrivés, ont voulu faire des machins, il y a eu 2 camps, dénoncés à la mairie, la police est venue, bon, c'est mal terminé, si vous voulez, moi je suis effrayée. Et le maire actuel, plus du tout socialiste, c'est un type qui ne connaît rien à la loi, parce que j'ai eu des mots avec lui, il ne connaît rien, il ne sait pas ce que c'est une main courante, parce qu'il faut voir quand même la mentalité. Moi, le poissonnier du village, il m'a traité de vieille traînée, je vais te casser, te donner un coup de boule. Vous voyez ce qu'il y a encore dans les mentalités de là-bas, c'est incroyable, moi je suis sidérée. Donc, vous avez une partition de population, disons, il y a trois populations pour moi, j'en vois 3, les traditionnels qui sont nés originaires du coin, hein, qui sont donc des agriculteurs, des éleveurs, etc. Vous avez donc les néo-ruraux, entre guillemets, qui ne sont pas du tout branchés, ils sont branchés plus ou moins bio, ils font le chemin entre la ville et la résidence. Et puis vous avez les babacools qui font de la permaculture, enfin vous voyez, bon, du bio, du machin. Bon, donc ces mondes ne se parlent pas. C'est vrai, mais seulement ils sont en conflit et total. Ça fait, il y a des chiens qui viennent. Alors je vous dis, moi j'étais étonnée aux dernières élections. Hein, Le Pen, attention, voilà, moi je suis un peu effrayée, vous voyez, de ça. Et donc je pense qu'il ne faut pas parler que de la question des paysans. C'est tout le tissu social qui est remodelé et qui fait des échos entre chaque activité, je pense. Hein, voilà, parce que c'est vrai, le bio est devenu maintenant, bon, c'est un truc de vente qui est vide derrière. Hein. Ça veut plus rien dire, on le sait, bon, ça a été dit. Donc, c'est revoir ce que je pense aussi. On le sait, ça, la partie alimentaire dans les budgets, je l'ai dit, mais je pense que c'est quelque chose de très important qu'on doit considérer. Vous savez combien on mettait dans les budgets alimentaires, ne serait-ce que dans les années 60, hein, la partie. Ce qui a beaucoup bougé, c'est la part de chaque budget entre l'alimentation et le logement. Il faut agir sur le logement pour que les gens puissent mettre plus d'argent dans leur alimentation de qualité. Ça, c'est un point très important parce que je ne sais pas combien vous payez, mais bon, moi j'habite Paris et je paye déjà un loyer très peu cher pour Paris, mais c'est scandaleux. Merci Jacqueline, merci. Voilà. Donc, non, mais c'était intéressant parce qu'effectivement, moi, ce que je trouve intéressant, effectivement, cette polarisation, c'est quelque chose qu'on retrouve et qui s'exacerbe. Hein. Ça m'a fait penser à un moment ça me faisait penser, en exagérant, à ce qui peut se passer aux États-Unis avec ces exacerbations entre les camps républicains. Alors, on peut arriver à ça. Alors, effectivement, la Bretagne est peut-être une zone en paix encore, tout à fait, mais sur les territoires français, ces polarisations existent de plus en plus. Alors, je vais juste citer, c'est Gérard Brisset, alors qui nous dit que le mépris pour la culture rurale vient de très loin et ça continue. Si les classes populaires prenaient conscience du mépris qui passe dans la façon de les alimenter, et du coup de l'importance de l'agriculture, on pourrait plus facilement la réformer. Les classes moyennes en sont plus conscientes, mais elles se contentent de la démocratie, de la carte bancaire et essayent parfois d'expliquer la campagne aux ruraux. Voilà, bon, c'est plus un commentaire qu'une question. Et puis, Bernard Roland qui nous redit qu'il y a en Bretagne, Trémargat et le CEDAPA, l'originalité de la région et l'existence de toutes les formes d'agriculture. Voilà. Et, oui, pour finir, alors ça, Véronique, qui fait partie aussi des amis du Conseil politique de Rennes, nous parle de la sécurité sociale de l'alimentation, qui doit certainement travailler en direct qui pourrait travailler en direct, en tout cas, avec les agriculteurs. Je ne sais pas si vous connaissez, ça vous dit quelque chose? La sécurité sociale de l'alimentation. Oh non. Personne n'a de commentaire par rapport à ça?
par rapport à ce qu'on vient de dire? Je peux dire en 2 mots ce que c'est que la sécurité sociale de l'alimentation? Allez-y, Véronique. C'est un projet qui est en cours actuellement, qui est porté au niveau national par un collectif d'un tas d'organisations et dont le but serait de créer une sécurité sociale de l'alimentation sur le modèle de la sécurité sociale de la santé. Et chaque personne, y compris les enfants, aurait droit sur une carte vitale de l'alimentation à 150 € par mois par personne pour acheter des aliments conventionnés, c'est-à-dire des aliments qui ne soient pas… il ne s'agit pas que du bio, que du local, mais aussi des aliments, c'est pas de la malbouffe, quoi, en gros. Hein. Et donc, l'idée, c'est que ça fonctionnerait exactement de la même façon que la sécurité sociale santé, donc avec l'universalité, avec des cotisations sociales et un conventionnement. Et donc, tout à l'heure, j'ai mis dans le chat, dans la discussion, le pointeur vers le site national de la SSA où il y a toutes les informations. Et donc, comme je disais, je répondais à Jacqueline, je crois que l'alimentation ne serait plus une variable d'ajustement dans le budget des ménages les plus modestes. Et un autre but, ce serait que l'alimentation ne soit plus de aide alimentaire, mais un droit, passer de l'aide alimentaire au droit à l'alimentation. Et puis aussi que les producteurs aient un revenu décent pour leur travail. En gros, c'est ça. Bon, il y a plein d'autres choses à dire. Et c'est pour lutter contre l'agro-business aussi. Enfin, bon, il y a tout un tas de… C'est très intéressant et c'est un projet. En ce moment, on est dans une phase de faire connaître. Donc, on fait des formations, des interventions à droite, à gauche, des conférences. Et puis, on va aussi faire du plaidoyer auprès des candidats aux élections et des élus parce que pour que ce soit mis en place, il faut une volonté politique nationale, de la même façon qu'en 1946, la sécurité sociale a été mise en place. Voilà, le but, c'est ça. Voilà, je vous le dis très grossièrement, mais c'est un projet hyper intéressant. Tu pourras remettre éventuellement le lien dans la discussion je le remets tout de suite, ouais. pour que ça puisse intéresser. Bien, écoutez, on arrive… donc, on avait dit qu'on arrêtait à 20h30. On arrive au bout. Moi, je veux d'abord remercier donc Jean-Charles et Maëlle. Et je vais donner la parole à Jean-Charles une dernière fois, peut-être pour s'exprimer, puis à Maëlle pour conclure. Bon, d'abord, ça m'a fait très plaisir l'article que Maëlle a fait, que ça paraisse dans un journal comme Le Monde Diplo, que le débat soit porté à ce niveau-là, et c'est à mon avis très intéressant. Comme un point que j'ai soulevé tout à l'heure et qui semble très important, c'est l'implication des gens qui ne sont pas paysans dans l'orientation de l'agriculture. Et je crois que c'est ce débat que vous venez d'organiser et l'article de Maëlle sont un moyen. Et puis, j'ai senti dans les interventions qu'il y a quand même un intérêt à ceux qui ne sont pas paysans à s'intéresser aussi à ce qui se passe dans le monde agricole, en dehors même de l'alimentation. Ça dépasse l'alimentation, ça touche le nombre d'agriculteurs, ça touche les problèmes de santé, des problèmes de suicide, ça touche bien sûr la qualité de l'alimentation. Enfin, je pense que j'ai senti que ça a intéressé du monde et je crois que c'est important. À mon avis, c'est le moyen incontournable d'évoluer vers une chose vers une orientation de l'agriculture qui me paraît plus riche et plus intéressante. Maëlle, si tu veux. Ouais. Moi, je voulais remercier Jean-Charles d'avoir participé, malgré ses problèmes de connexion. Et puis, merci à toi, Sébastien. Et j'espère que, oui, ces articles ouvriront un débat plus large et que ce que j'ai voulu faire, enfin, en tout cas, voilà, mes interrogations seront partagées par d'autres.
Alors, eh ben, écoutez, merci à tous.